Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on fait le boulot, on continue de diffuser sa maigre expérience du photovoltaïque. Et puis ce matin, j'aimerais faire une toute petite intervention pour donner des ordres de grandeur aux personnes qui se posent la question comment puis-je évaluer mes besoins en matériel pour avoir une installation photovoltaïque qui me permette l'autonomie. Alors, c'est une question en fait qui revient très souvent et et en fait chaque question est un cas particulier. Alors je vous avoue, il y a des questions qu'on me pose qui parfois dépassent, je dirais pas mes compétences, mais je dirais mon expérience. Et donc ces questions m'obligent à faire des projections, puisqu'en fait c'est pas des choses que j'ai connues directement, et je fais des projections et des extrapolations, et je donne un avis qui n'est qu'un avis. Tout comme je ne prétends pas avoir la science infuse sur quelque sujet que ce soit. Donc les questions répétitives sur quel matériel avoir pour quelle autonomie, j'ai voulu rester, pour parler de ce sujet, dans un cadre qui va être un cadre, celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire une maison qui a la possibilité d'avoir des panneaux solaires suffisamment correctement exposés et en nombre suffisant, avec 2 à 4 personnes qui vivent dedans, et puis des besoins énergétiques différents. J'ai mis 3 catégories de besoins, donc par consommation en kilowattheure par an. Il me semble que le premier critère à se poser d'ailleurs, c'est combien de kilowattheures je bouffe par an. Alors je sais, avant de se projeter dans le photovoltaïque et l'autonomie, la première des choses à faire, c'est d'étudier déjà ce qu'on consomme à l'année, ce qu'on consomme par jour, et de voir comment réduire tout ça. Ça c'est déjà, à mon sens, c'est la première démarche à faire. Et donc ça c'est déjà un premier point. Et vous serez assez surpris déjà de ce que vous arriverez à pouvoir faire, et les économies substantielles que vous arriverez à pouvoir faire en faisant ce travail-là. Donc bon, supposons que ce travail a été fait, ou que d'ailleurs vous ne vouliez pas le faire, c'est-à-dire que vous ne vouliez absolument pas dégrader votre mode de vie, ce qui est quand même un peu compliqué lorsqu'on veut tendre vers le photovoltaïque et l'autonomie totale. Vous avez le constat que vous avez besoin de tant kWh à peu près. Et là, j'ai fait en fait une petite étude rapidos. C'est vraiment des calculs avec des fourchettes, mais ça va vous permettre de cadrer un peu et de vous dire voilà à peu près ce qu'il me faudrait comme matériel, sans avoir à passer par un calculateur de malade. Donc, si vous êtes en dehors de la grille, c'est-à-dire en gros, si vous êtes dans un contexte où vous êtes dans une maison, non plus une maison, mais quelque chose de plus restreint, de plus réduit, voire même si vous êtes seul, vous serez sous ces valeurs-là. Et puis si vous êtes dans un contexte où votre maison a des besoins énergétiques très intenses, parce que par exemple vous avez une bonne piscine alimentée, voire même pour certains d'entre vous recharger des voitures électriques, voire même des cas particuliers, des gens qui ont besoin de faire tourner en plus de leur domicile par moment des machines outils, vous serez hors grille, et vous saurez que forcément vous allez dépasser un peu ce que je préconise. Là, la réponse, je dirais, elle est somme toute assez mathématique, assez proportionnelle, puisqu'à partir des ordres de grandeur que je vous fournis, je vous en fournis 3, sachant qu'on peut faire une droite avec 2 points, donc 2 points qui vont être vos besoins en kilowattheure par an. Donc vous prenez les 3 points que je vous aurais proposés, ça fera sans doute quelque chose qui ressemble à peu près à une droite, et vous avez à faire juste une courbe de tendance sur Excel, et puis regardez où se situera votre cas de figure à peu près, pour estimer la puissance aussi bien qu'il vous faut en panneaux solaires, la puissance qu'il vous faut en onduleur, et la puissance qu'il vous faut en capacité de stockage, puisqu'on ne peut pas parler autonomie sans stockage. Bien sûr, je rappelle encore une fois, à partir du moment où on prétend
vouloir faire de l'autonomie électrique, il est indispensable d'avoir une deuxième source d'approvisionnement énergétique sûre et fiable. Quel que soit votre cas de figure au niveau de votre matos, quelle que soit la quantité de matos photovoltaïque que vous ayez, tout ceci pour deux raisons. La météo peut, sur une année ou sur une période, être telle qu'elle sort du cadre, je dirais, des statistiques conventionnelles. Et puis, vous pouvez tout simplement avoir une panne sur votre système, et à partir de ce moment-là, il faut quand même pouvoir alimenter la maison. Donc là, dans les deux cas de figure, on ne peut pas prétendre avoir et faire de l'autonomie photovoltaïque sans avoir une autre source. Donc ça peut être une connexion réseau, c'est-à-dire on casse pas le contrat, mais on garde cette solution en payant un abonnement, ou ça peut être le groupe électrogène de secours, sachant que le groupe électrogène, il faudra s'en occuper, et pas des masses, hein, parce qu'un bon groupe, vous prenez du matos type Honda, c'est le genre de truc, ça démarrera quoi qu'il arrive, ces moteurs sont exceptionnels. Mais enfin, en gros, plusieurs fois dans l'année, il vous faudra vérifier que l'appareil démarre si vous avez ce besoin. Après, il y a la problématique du stockage de carburant, pour que celui-ci ne se dégrade pas avec le temps et qu'il pose des problèmes de détérioration, voire même au joint, et puis des problèmes également au niveau de la qualité de la combustion. Voilà, donc j'ai cadré à peu près le truc. Et puis on va se rendre sur le tableau, que j'ai fait au préalable sur Excel rapidement, j'ai pris 10 minutes, et puis on va passer dessus. Donc sur Google Sheet, que j'ai déjà utilisé sur une vidéo précédente, qui est bien pratique pour faire de la présentation, tout en conservant ce que vous voyez, le style, c'est-à-dire ma gueule un peu à l'écran, puisque parfois je vais m'amuser, je vais faire des gestuels, parfois je vais avoir des expressions, mais bon, avoir la tête de quelqu'un qui parle, je pense que c'est plus concret qu'une vidéo sans quelqu'un qu'on peut voir en image pseudo-réelle, quoi. Sachant qu'en fait, pour vous, là c'est ma main droite, donc vous la voyez à gauche. Donc ça me pose beaucoup de problèmes lorsque je veux montrer quelque chose, je ne pointe jamais le doigt du bon côté. Et les courbes seront pas forcément dans le bon sens pour vous, c'est-à-dire ça partira de la gauche vers la droite. Je vais faire un test. Voilà, par exemple là, je vais faire une courbe qui monte de la gauche vers la droite. Vous voyez, pour vous c'est l'inverse. Peut-être que je pourrais corriger ça avec le système, mais il faudrait que je vérifie. Allez, je commence. Donc, besoin d'une maison. J'ai classé 3 catégories de puissance demandée et consommée à l'annuel. 3000 kWh, 4500 et 7000. Donc, moi, je me trouve à 7000. 7000, enfin, je me trouve même plutôt à 8000. Donc, tout ceci pourquoi ? Parce que j'ai une piscine. Et une piscine me prend quasiment un tiers. Oui, probablement un tiers de la puissance électrique de ma consommation annuelle. Et ne serait-ce que, et ceci du mois de mai jusqu'à septembre. Alors il y a la pompe, et puis il y a le chauffage. Et je suis dans une période où je suis en train je faisais des commutations manuelles pour optimiser la consommation à partir du solaire. Je suis dans une phase d'automatisation pour justement automatiser ça et pour exploiter au mieux mon énergie solaire, photovoltaïque disponible. Mais voilà, quand vous êtes sur ces ordres de grandeur-là, 8000 kWh, c'est que vous avez quelque chose dans votre maison qui est particulier. Donc, comme je le rappelle également, si vous avez un mode de chauffage électrique avec des réélectriques, que ce soit des radiants ou ce qu'on appelle comment on les appelle, les grilles biscottes, là, en fait, les grilles pains, considérez que l'autonomie photovoltaïque, électrique par photovoltaïque sera impossible. Vous aurez des puissances en kWh consommés par an qui seront bien au-delà de ça, du double du maxi que je vous ai proposé dans le meilleur cas. Donc 3 besoins différents, 3000, donc c'est des cas de figure que je connais, et voilà, c'est le matériel et les configs avec les accessoires principaux que je conseillerais, sans passer par des tableaux, pour avoir des ordres de grandeur, comme ça va vous parler direct. Donc là je vais en profiter pour corriger une faute que je vois que je n'ai pas vu en saisissant. Il y en aura peut-être d'autres que je n'aurais pas vu, mais bon, bref, l'essentiel c'est toujours, à mon sens, le fond et pas la forme.
Et puis si d'ailleurs vous êtes entre 7 et 15 à vous abonner tous les jours, et puis si le nombre de visionnages est toujours croissant, c'est que je dois pas être trop déconnant non plus du point de vue de ma façon de présenter les choses. Alors petite précision aussi, je fais un hors-sujet. Dans les vidéos, très souvent les lives, et jusqu'à une certaine période, qui va cesser dans très peu de temps, je déborde sur des sujets sociétaux, parfois politiques. Ça, c'est principalement sur les lives. Parfois, il y a quelques mois, je faisais des vidéos sur des sujets politiques, sociétaux, mais que je supprimais au fur et à mesure. Je pense qu'à un moment donné, je reviendrai mettre les pieds dans le plat sur ce sujet-là, que ça plaise ou que cela déplaise. J'ai mis une pause sur ces types de vidéos temporaire pour une raison perso, ce qui est qui a rien de la, qui a aucun niveau de gravité, quoi. C'est juste voilà que je me suis fixé comme règle jusqu'à une certaine date, qui va bientôt s'achever normalement, de ne pas trop se déborder. Mais par quoi dans les lives, la discussion s'enchaînant et les explications du pourquoi de mon positionnement, de ma philosophie, de ma doctrine, font que j'aborde certains sujets. Et puis il y a forcément des gens avec des avis contraires et qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon historique, qui ne me connaissent pas depuis que j'interviens sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur tous les réseaux sociaux et que j'interviens de façon, on va dire, sociétale et politisée, sans langue de bois. Politisé, c'est-à-dire qu'on parle politique. Hein. Ça veut aussi dire forcément à un moment donné qu'on se positionne. Donc, je voudrais dire tout simplement que bon, je suis non langue de bois dans la mesure de la liberté d'expression en France. Donc liberté entre guillemets, hein, vous comprendrez pourquoi. Et je suis non dogmatique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de religion politique. D'ailleurs, j'ai pas de religion et j'ai pas de religion politique. Et que ce que je pense ne peut être collé ni à droite ni à gauche, puisqu'en fait, il y a des éléments qu'on peut retrouver dans l'un et l'autre. Donc, je suis quelqu'un d'assez libre, et donc forcément, je vais avoir des angles de vue et une liberté de ton et de parole qui peut déplaire. Mais je suis pas dans la langue de bois. Donc ce petit message, puisque j'ai eu un commentaire sur mon dernier live, où une personne m'a traité de xénophobe, ce qui ne me dérange pas. Mais si la personne était visionner cette vidéo, qu'elle comprenne, parce que j'ai quand même fait un très très long texte derrière pour lui expliquer comment je fonctionnais et pourquoi, que je voulais qu'elle comprenne que elle avait le droit de penser que j'étais xénophobe, tout comme j'ai le droit de laisser aux gens le droit d'être xénophobe. Et puis en fait, j'ai suffisamment travaillé sur moi-même et j'ai suffisamment de bouteilles pour savoir qui je suis. Voilà. Moi, je me suis construit, quoi. Et tel que je me suis construit, je me considère une personne qui est dans l'équilibre, c'est-à-dire dans le non-dogmatisme, c'est-à-dire qu'en fait, ce que une religion politique auquel je pourrais adhérer ne m'empêche pas de pouvoir regarder la réalité en face et puis parfois de l'exposer. Voilà. Donc petit aparté, maintenant on revient sur le sujet. Donc si votre maison consomme et a besoin de 3000 kWh par an, ce qui est un cas qui, oui, assez fréquent, je préconise un onduleur qui en sortie ait la capacité de produire 4000 watts ou 4 kWh. Alors là, je le précise assez souvent aussi. Toujours, mais sur mes vidéos, lisez les commentaires que je fais pour expliquer ma vidéo, parce que parfois je vais faire des rajouts. Donc, et puis parfois dans les vidéos, vu que je fais du one-shoot, je fais des lapsus de puissance entre les kilowatts, kilowattheures, parfois même sur les valeurs. Les gens qui constatent ça corrigent en commentaire, et puis lorsque je constate ou qu'on me le fait constater par message perso, je les corrige en commentaire. Mais je vais pas m'amuser à refaire une vidéo, je fais toujours du one-shoot. Donc, vous aurez besoin d'un onduleur 4000. Alors, 4000 watts, pourquoi 4000 watts? Donc, 4000 watts, sachez que ça fait un onduleur 5 kVA. Ne pas confondre kVA et kilowatt.
Je ne vais pas vous faire un cours. Vous tapez sur Google différence entre kVA et puis kilowatt, et puis vous en apprendrez un peu plus si vous n'avez pas cette connaissance. Mais basez-vous, vous dans le concret, pour vos besoins, basez-vous toujours sur les kilowatts et non pas sur les kVA. Donc, puissance en sortie 4000 kW, tout simplement, pour une bonne raison, c'est que vous allez avoir chez vous, systématiquement, un lave-vaisselle ou un lave-linge, et celui-ci, si l'eau n'est pas chauffée par un bidouillage externe, par exemple, votre eau n'est pas chauffée par le chauffage gaz, et vous rentrez pas avec de l'eau chaude directement aux alentours des 50 degrés, vous allez devoir chauffer cette eau avec les résistances internes à votre machine. Donc vous allez déjà bouffer 2000 watts. Donc vous êtes à 50% de la puissance de votre onduleur en sortie. Si jamais il y a une télévision, une box, une connexion internet, vous allez gratter, avec ces choses-là, vous allez gratter 150, 160 watts de plus. Si vous avez quelques éclairages d'allumer, malgré le fait qu'avec les LED maintenant, vous allez gratter, aller peut-être jusqu'à 30 à 100 watts de plus. Et puis vous allez peut-être avoir aussi par mégarde ou par choix l'utilisation d'un appareil de 1000 watts pendant quelques secondes. Donc ça va être un micro-ondes qui typiquement font entre 800 et 1000 watts. Donc quand vous totalisez toutes ces puissances-là, vous vous rendez compte qu'on est tout de suite à 4000 watts. Donc en prenant un onduleur, moi je préconise toujours d'avoir un onduleur à minima à cette puissance en sortie, tout simplement parce que ça vous permet de pouvoir upgrader votre installation si elle part de plus petit et que vous n'ayez pas à racheter, revendre, enfin voilà. Et puis parce que ça va vous donner de la souplesse toujours pour ne pas mettre votre onduleur en défaut en sortie parce que vous aurez un dépassement de demande de puissance. Donc ça c'est le premier point. Donc pour ce type d'installation, je propose 3 kW crête. Alors pourquoi 3 kW crête qui font 3000 watts crête? Donc je reprécise, ça vous permet de faire la conversion vous-même. 3 kW crête parce que dans le sud de la France, 3 kW crête vous produisent par an en 4000 kWh et dans le nord de la France, 3000 kWh et dans le centre France, 3500. Donc, vous regardez, voilà, je suis parti d'une maison qui a une conso annuelle de 3000. Donc avec ces ordres de grandeur, quand vous avez 3 kW, donc ce qui correspond maintenant typiquement à 10 panneaux solaires de 300 watts, mais attention toujours avec le fait que votre onduleur, que j'ai cité au-dessus, lui a une tension photovoltaïque de fonctionnement. En gros, on se trouve avec les onduleurs hybrides, le plus souvent avec deux catégories de tension, soit 145 ou 110, je crois que c'est 110 jusqu'à 450. Donc, sur un onduleur qui va jusqu'à 145 volts en circuit ouvert ou 115 en fonctionnement normal, vous pourrez mettre avec les panneaux type 300 watts et plages de tension 30, 38, 39 volts, voire 40 maintenant. Vous pourrez en mettre que 3 par branche de 3 en série. Si vous êtes dans la config de l'onduleur qui peut recevoir jusqu'à 450 volts, vous serez sur une configuration où vous pourrez mettre, et vous devrez mettre beaucoup plus de panneaux en série. Tout ceci sur les mêmes marques, hein. Donc à bien lire les spécificités des onduleurs à foncer dedans. Alors ensuite, en capacité de batterie, moi je préconise d'avoir pour ce type de maison 5 kW crête en batterie lithium. Donc 5 kW crête, sachant que les batteries actuelles lithium ont une profondeur de décharge de 90%. Hein, les références US 2000, hein, maintenant elles ont cette référence, les dernières qui sont vendues. Et un cycle de charge-décharge à 5000 cycles charge-décharge. Donc ce qui fait que si vous avez ce besoin-là annuel, donc divisé par 365, ça veut dire que tous les jours vous bouffez moins de 10 kWh. Donc sachant que les deux tiers de votre conso se fait le jour et un tiers la nuit, supposons que ça soit 10 pour arrondir, pour simplifier vraiment, vous allez avoir besoin de bouffer et disposer la nuit de 3 kWh de stockage pour passer une nuit complète sans le soleil pour alimenter tout ça. Sachant également que la puissance des panneaux solaires, il faut obligatoirement quelle est la capacité en même temps dans la journée de produire de l'électricité pour votre maison et de recharger les batteries qui se seront déchargées la nuit.
Donc, il vous faut une puissance conséquente. Donc, 3 kW crête, si vous les dépassez, pour moi, ça sera pas gênant, quoi. Vous pouvez même imaginer passer à 4,5, ce qui va accélérer le temps de recharge-décharge et également limiter la décharge de la nécessité de tirer sur vos batteries en période hivernale, même en journée. Mais voilà, c'est une base. C'est une base qui me semble déjà correcte, tout en sachant, et je le rappelle, quand on passe sur le photovoltaïque et qu'on veut faire de l'autonomie, on a des changements de mode de vie implicites qui se produisent progressivement et il faut habituer sa famille à faire ce changement parce que vous devez déjà ne pas faire sauter votre onduleur parce que vous serez en dépassement de puissance. Et puis parce que vous devez aussi apprendre à gérer à quel moment vous allez mettre vos appareils en tension, en alimentation, les utiliser, les gros appareils de demandeurs de puissance, justement pour tirer un maximum sur le soleil et le moins possible sur les batteries, et donc optimiser votre conso pour être le plus économe possible et avoir une configuration également globale la plus minimaliste possible. Donc typiquement, en gros, si vous devez faire tourner un lave-vaisselle, vous savez que il faudra le faire plutôt entre midi et 2 heures, voilà, dans le créneau minimaliste optimal. Et donc ça imposera que votre épouse prenne l'habitude de, idem au niveau des habitudes en cuisine, le micro-ondes plus la machine à café, vous allez être sur des puissances, donc si vous mettez ça en même temps, vous allez être sur des puissances où vous allez bien taper dans le système. Donc ça oblige, et c'est progressif, les gens s'y font, ça fait râler un peu, mais les gens s'y font, et ça oblige à des changements qui ensuite deviennent une routine, quoi. Et moi je trouve ça très simple parce que ça réapprend aux gens, déjà l'extrême préciosité de l'énergie, et ensuite ça nous réapprend à vivre avec le cycle du soleil et à regarder ces putains de nuages, ce putain de soleil, à nous projeter, à nous dire tiens, ça va se passer comme ça. Comment je vais gérer aujourd'hui, comme faisaient les anciens au quotidien, pour faire leur activité globale, également pour le chauffage. Est-ce que j'allume la cheminée ou pas, quoi, alors que nous tout de suite on s'en soucie plus, c'est le thermostat qui fait ça en automatique. Alors ensuite, il y a le cas de figure. Bon, moi je vous ai proposé les batteries lithium Pilantec parce qu'il se trouve que ce sont des batteries qui annuellement, déjà ce sont les batteries qui sont reconnues pour être les meilleures du marché sur des benchmarks qui ont été faits de façon très sérieuse. Ce sont des batteries qui sont dans les moins coûteuses et le coût de ces batteries descend d'année en année. Et également, ce sont des batteries qui sont hyper pratiques à installer, puisqu'ils ont le système de connecteurs rapides, très efficaces, très rapides, et on peut les empiler comme des racks de chaîne IFI. À l'époque où les chaînes IFI n'étaient pas des petits blocs et des petits modules, mais des chaînes IFI avec des éléments qu'on empilait avec un meuble qui faisait 1 mètre de haut. Donc, on se retrouve avec un faible volume, un faible emplacement, et avec un matos qui est hyper performant et qui est reconnu pour être un des meilleurs du marché et avec un prix qui va vers la baisse. Petit aparté aussi toujours au niveau de l'information sur le lithium. Donc il y a une grosse guerre mondiale pour le lithium, pour accéder aux ressources en lithium. Sachez que depuis quelque temps, il y a eu tellement de spéculation sur les véhicules électriques qu'il y a eu surproduction de lithium, surproduction de lithium, ce qui a fait effondrer le cours du lithium. À l'instant T, il n'y a pas de perspective de pénurie de lithium, alors qu'il y a ne serait-ce qu'un an, Tesla lui-même, par rapport au nombre de leurs commandes pour leurs véhicules, était absorbé une grande partie du lithium qui était à disposition du point de vue des productions pour pouvoir fournir leurs véhicules. D'ailleurs, qu'ils ne pouvaient pas fournir étant donné qu'ils avaient vendu plus de véhicules qu'ils étaient capables d'en produire. Voilà, donc je fais quelques petites précisions, quelques petites incartades ou quelques petits écarts sur des sujets annexes ou connexes, parce que c'est des données qui me viennent et qui peut-être peuvent enrichir le débat. Donc ensuite, il y a l'autre cas de figure, puisqu'en fait des batteries qui sont efficaces pour le photovoltaïque et l'autonomie, on va mettre de côté les batteries gel et les batteries AGM, qui sont de très très bonnes batteries, mais qui à mon sens ne sont pas des batteries qui sont faites pour des lieux ou des locaux d'habitation qui vont être
avec des exigeants et qui vont être dans la durabilité, ça va être du matériel qui va être efficace et très utile pour des systèmes, les camping-cars et les fourgonnettes aménagées pour faire des voyages et du tourisme. Mais comptez pas sur ce type de batterie pour faire de l'autonomie, vous allez passer un pognon de fou, et finalement elles ont un nombre de cycles charge-décharge qui est très limité, quoi. Grand max 1500. Si vous les utilisez correctement, c'est-à-dire si vous leur tapez pas à plus de, allez, on va dire 30%, c'est-à-dire que vous leur laissez 70% de charge chaque jour. Voilà, donc pour moi c'est pas fait pour l'autonomie, et donc il y a deux types de batteries, les batteries lithium avec une faute d'ailleurs, bon, on s'en fout, je la corrigerai même pas, et puis les batteries que vous connaissez sans doute, type qu'on appelle les batteries ouvertes, type acide plomb, qui sont dédiées au solaire, donc qui sont des batteries acide plomb qui ressemblent un peu aux batteries qu'on avait sur les voitures avant que maintenant ça soit quasiment systématiquement des batteries gel. Là, ils ont des particularités qui leur sont propres pour faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire des décharges lentes et non plus des courants d'APL très très forts comme dans une batterie de voiture où on a besoin de beaucoup de puissance pour le démarrage et en fait très peu de puissance une fois que le démarrage est fait. Là, on est dans un contexte différent, dans le mode maison, on est dans un contexte où on a besoin normalement de puissance et de puissance d'appel qui sont raisonnables. Par contre, on a besoin d'avoir une tenue dans le temps et une décharge très lente de ces batteries. Et donc, il se trouve que par la conception de ces batteries acides ouvertes, alors ouvertes avec des systèmes de recyclage des gaz ou non, là, s'il va y avoir des différences de prix, sont très intéressantes pour le photovoltaïque. C'est ce qui a été prédécesseur au lithium, mais ces batteries ont deux inconvénients. D'une, maintenant ça va être un prix qui est quasiment équivalent au lithium. Le lithium, on arrive même à trouver avec des capacités charge-décharge extrapolées équivalentes. Le lithium, vous allez trouver ça pour un prix qui va être égal, voire même maintenant inférieur. Et puis l'autre inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place au sol, alors que les batteries Pilontech, ça prend de la place en verticalité, quoi. Vous avez un meuble de chaîne hi-fi. Ça prend beaucoup de place au sol. Et puis le troisième, en fonction des batteries que vous allez prendre, si c'est le haut de gamme, je me rappelle plus la marque, avec des systèmes qui sont clipsés au-dessus des batteries et qui font un recyclage des gaz, ça limite le contrôle et ça limite la maintenance. Mais si vous avez des batteries ouvertes, telles que j'ai essayé d'en acheter, mais que j'ai pas pu obtenir, et ben là vous avez des contrôles réguliers tous les 3 à 6 mois à faire, c'est-à-dire contrôle de niveau, contrôle on va dire de l'acidité, contrôle également de la tension de chaque batterie, savoir si vos batteries indépendamment ont pas des niveaux de charge différents. Et si tel est le cas, il va falloir vous procédiez à un rééquilibrage de la tension de chacune des batteries pour que votre système soit durable et efficace, et pour qu'une batterie qui soit fatiguée ne fasse pas travailler plus une autre batterie, et que vos batteries en gros aient un rythme d'usure sur le long et moyen terme équivalent, que vous ayez pas 3 batteries qui soient encore nickel à 75% au bout de 5 ans, et puis une dizaine d'autres, si c'est le nombre qui correspond à la puissance nécessaire, qui soient elles je dirais à 90% d'efficience encore. Voilà. Sachez que la particularité également des batteries acides, c'est qu'une fois que vous devez, sauf si ces batteries sont jeunes, c'est-à-dire moins d'un an, si vous avez une batterie qui HS, au-delà de ce délai d'un an, vous devrez changer la totalité. Alors que si vous avez une défaillance sur un système batterie Pilontech, batterie lithium, vous avez une défaillance sur un rack, enfin, je vais dire que c'est un rack, vous pouvez changer un seul de ces éléments. De la même façon, si vous voulez en cours de route, vous apercevez que vous êtes trop juste, si vous voulez augmenter la capacité totale de stockage d'énergie et que vous avez des batteries acides, et bien de la même façon, si c'est au-delà de la première année, vous allez devoir renouveler tout le parc de batteries
pour qu'il n'y ait pas ces déséquilibres que je viens de vous citer, de batteries qui aient des fortes capacités et puis d'autres moins faibles, qui fait que ça bousillerait celles qui sont les plus costauds prématurément. Ensuite, les batteries lithium Pilontech, vous voulez rajouter 10 kWh, vous rachetez 4 batteries, vous les branchez en série. Alors bon, sachant que vous pouvez les connecter tout de suite, vous pouvez les connecter par 6 en parallèle, je veux dire, pas en série. Au-delà de ce nombre, il faut un module qui va supplémentaire, spécifique et dédié à cela. Sinon, sachez également que les Pilontech maintenant ont fait des batteries qui sont plus des batteries à 2,4 kWh crête en sortie par élément, mais je crois qui ont dépassé les 3 et peut-être même qu'il y en a des modules à 5. Bon, on n'est plus dans les mêmes prix. Moi, je vous parle vraiment du matos qu'on trouve le plus couramment. Donc là, on fait le récapitulatif. Si vous êtes en acide, si vous êtes en batterie lithium, vous aurez besoin de 5 kWh de stockage. Si vous êtes en batterie acide plomb, vous aurez besoin de 10 à 12. Tout simplement, pourquoi? Parce que ces batteries-là ont des capacités de charge-décharge différentes. Et que pour avoir la même réserve énergétique sans aller démolir et taper vos batteries, aller les mettre en zone rouge, c'est-à-dire réduire leur durée de vie, si vous voulez que ces kits vous tiennent la dizaine d'années minimum, pour une config et des consommations annuelles de ça, et un fonctionnement jour-nuit quasi totalement sur le solaire, et les batteries, vous devez avoir ce type de config en équivalence. On va passer maintenant sur la maison 4500 watts heure consommée par an. Donc là, vous aurez toujours besoin du même onduleur. Vous aurez toujours besoin également dans votre maison de vous dire mince, il ne faut pas que j'allume en même temps la machine à laver, le micro-ondes et la cafetière. Sinon, voilà, vous êtes à 4000 watts, votre onduleur, au bout de 45 secondes, il va se mettre en défaut. Voilà, donc, mais bon, moi, je vis comme ça depuis maintenant, combien de temps? 2 ans avec un onduleur de cette puissance-là, et la famille est totalement habituée. Mon onduleur, attendez que je dise pas de conneries, un an que j'ai cet onduleur, la version 4 kWh, 4 kW en sortie, pardon, et 4000 watts, et jamais mon onduleur ne s'est mis en défaut parce qu'on avait trop demandé de puissance à celui-ci. Donc vous voyez, on est 4 à la maison, ça veut dire qu'on a trouvé nos marques, et moi aussi bien du point de vue de la gestion, de l'automatisation, ou de la pseudo-automatisation, parce que je vais l'augmenter, que chacun dans la maison au niveau des habitudes concernant ces demandes en puissance, qu'on va retrouver essentiellement en fait dans les créneaux où on va manger. Et voilà, c'est l'heure à laquelle les gens souvent demandent de la puissance. Donc, ça va être très rapide pour déballer la suite. Donc, puissance totale des panneaux solaires, là j'ai pas mis l'espace, je vais pas corriger la faute. Vous aurez besoin de plus de panneaux solaires, étant donné que vous aurez besoin de plus de kilowattheures à produire, et que vous aurez donc un besoin de capacité de stockage supérieure. Donc là, en batterie lithium, je préconise 7,5 kWh de stock, ce qui correspond en gros à 4 modules, à 5 modules. Là, on est à 2 modules, qui font 4,8 kWh de stockage. Donc 2 modules. Là, on est à, donc je répète, on est à 5. Et ensuite, effectivement, si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous remarquerez que j'ai un ordre de grandeur du simple au double, à peu près, entre l'un et l'autre pour être en équivalence. De la même façon, vous allez passer, si vous êtes sur du batterie acide, vous passerez quasiment du simple au double, avec ce que je vous ai indiqué, les avantages et les inconvénients de l'autre. Donc ensuite, on va se rapprocher d'un cas de figure qui est le mien, 7000 kWh par an à 8000. Et donc là, on va être dans une situation où on va être sur la tangente au niveau de la puissance de l'onduleur. Dans ce cas de figure-là, vous allez toujours pouvoir tourner avec un onduleur 4000 watts, mais ça veut dire que votre mode de vie, et les besoins que vous avez dans votre domicile ont parfois des exigences telles que la nécessité de faire tourner
deux appareils en même temps de forte puissance. Et ceci également parce qu'en fait, vous aurez du matos derrière qui assurera pour. Donc, dans ce cas de figure-là, vous serez obligé d'avoir un onduleur ou un couplage d'onduleurs, puisqu'on peut coupler plusieurs onduleurs, qui vous permettent d'avoir en sortie 5000 watts ou 5 kilowatts, ou 8000 watts, c'est-à-dire ça serait typiquement mettre de coupler deux onduleurs type PIP 4048 ou WKS, que ce soit les générations antérieures ou Evo. Alors je parle que de ces marques parce que je propose en fait des installations qui vont pouvoir vivre et fonctionner avec un matériel qui sera le plus abordable possible. On peut toujours faire mieux, hein. Il y a des marques telles que Victron ou d'autres qui sont encore plus chères, qui sont forcément mieux. Mais voilà, moi je parle de matos qui permet de se ruiner le moins possible et qui fait malgré tout le boulot et qui n'a pas une réputation dégueulasse. Voilà, donc vous aurez nécessairement besoin d'avoir plus de panneaux solaires. Donc je vous laisse faire les comptages de nombre de panneaux solaires par type d'onduleur. Ça a été sujet déjà de plusieurs vidéos et de plusieurs discussions. Et là, vous aurez, à mon sens, on arrive à 7000, on est sur la tangente. Est-ce que je passe avec deux onduleurs ou pas? La preuve en est, mon installation, moi, qui a besoin de 7000, j'ai un onduleur qui sort ça, et j'ai un régulateur de tension sur lequel j'ai 6 autres panneaux solaires. Donc, en fait, je suis dans un cas de figure où j'ai déjà deux installations pour à la fois recharger, deux dispositifs régulateurs de charge et une quantité de panneaux qui s'approche. Donc la mienne, elle est en fait elle est de 4,6. Donc vous voyez, je suis pas encore à ce niveau-là parce qu'en fait, je suis pas totalement autonome dans le confort. Mon installation me permet d'être autonome à 100% si je devais l'être, mais en réduisant drastiquement mes consommations en période hivernale. Voilà, je pourrais être autonome, mais alors en faisant gaffe de chez gaffe et en ajoutant le groupe électrogène, qu'on doit tous savoir si on pourrait en faire de l'autonomie. Donc moi, ma situation, en fait, ma config, elle se trouve quelque part entre les deux, et elle me permet d'avoir des capacités de secours durables. Si je devais me déconnecter réseau, et en fait, je passerai dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que je rajouterai un certain nombre de, donc je passerai à, je suis à 6 batteries lithium et non plus à 4. Je suis obligé de vérifier que j'ai pas dit de conneries précédemment et parfois je me dis tiens, est-ce que tu n'en as pas dit une? Donc c'est pour ça que parfois je fais des pauses. Et en puissance de panneaux solaires, de 4,6, je passerai à 6. Je pense pas que je passe à 7, mais je pense que je resterai à 6. Et puis, bon, moi, j'ai pas de batterie acide plomb ouverte, mais sachez que voilà, il vous faudrait des puissances et des capacités de stockage de 25 à 30 kWh pour avoir l'équivalent de ce que pourrait produire du photovoltaïque. Voilà, donc vous avez des ordres de grandeur concrets pour les éléments principaux de votre installation qui sont onduleurs et régulateurs de charge, panneaux solaires, et puis batterie, quel que soit le type, batterie lithium, batterie acide. Et ceci pour, on va dire, ce qui correspond aux 3 cas qui, à mon avis, sont les cas les plus courants qu'on va retrouver chez les gens, chez monsieur tout le monde. En dessous de ce cas de figure, on est chez des gens qui vivent dans des conditions type mobil-home, voilà, ou quelque chose d'assez proche, où là, effectivement, ils vont pouvoir être en dessous, hein, dans toutes ces capacités de stockage. Et parce que ces gens-là aussi vont vivre dans une cuisine, par exemple, où il n'y aura pas le four électrique qui fera... Enfin, il n'y aura pas le système four électrique, il y aura d'autres modes de cuisson, il n'y aura pas le chauffage, un système de chauffage. Parce que moi, par exemple, j'ai le chauffage électrique dans la salle de bain avec une soufflerie. C'est le seul qui soit comme ça, mais il existe. Donc, on va être dans des configs en dessous, qui pourraient être, à mon sens, pour un mobil-home, vous pouvez vous dire,
je pars sur quelque chose qui ressemble aux 2 tiers de ces valeurs-là. Voilà. Et puis pour les cas de figure au-dessus de cela, c'est-à-dire que vous avez des besoins de 10, au-delà de 10 000, vous êtes dans un contexte où là, vous êtes obligé de passer sur plusieurs onduleurs. Et puis les panneaux, vous êtes dans une config où vous allez être au-dessus des 10 kWh crête. Et puis au niveau du stockage, ça va être pareil. Donc on arrive sur des configs qui sortent du domaine, en gros, de ce que peuvent faire les gens lambda. Puisque là, je vais vous dire de tête, en gros, et je vais essayer de pas dire de conneries comme d'habitude. Là, si on devait trouver un tel kit, là, on va être, allez, j'en dis 2200. Là, on est à 1000 euros, 2200. Et là, 150 multiplié par 10, 1500. Alors, 1500, 2500 et 2500. On est à 5000. On peut arriver à trouver ça. Allez, une fois que vous ajoutez tout le matos qui va bien, c'est-à-dire les câbles, les protections, les parafoudres, le petit tableau électrique qui va bien, vous êtes sur une base 5-6 000 euros. Voilà. Faut savoir que c'est ce ordre de grandeur. En vous démerdant bien sur les prix, voilà. Mais je ne parle que du matériel. Là, vous allez être sur une base qui va être 7 000, 8 000 euros. Et puis là, vous arrivez au départ à une base qui va être à minima. Vous êtes déjà quasiment à 10 000 euros, quoi. À minima pour les situations minimalistes. Quasiment. Et puis, sachez qu'il faut rajouter le prix de l'onduleur également. Voilà les 3 ordres de grandeur pour en fait avoir de l'autonomie. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. 41 minutes de vidéo pour dire tout ça. Je pensais pas faire si long, j'en suis désolé. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, et puis il y a tellement de choses. Je suis un fil conducteur parce que j'ai une suite logique et j'ai une vision des choses avec très peu de préparation. Mais je suis bavard et j'aime bien rajouter de l'info complémentaire systématiquement parce qu'en fait, des gens vont tomber sur cette vidéo sans avoir vu nécessairement d'autres vidéos où je vais parler de sujets plus précis sur l'un des thèmes qui sont là, ou qu'on va trouver là d'ailleurs dans une des cases de ce tableau Excel. Voilà, donc je suis obligé, j'apporte des informations complémentaires. Alors pour ceux qui sont des habitués maintenant de cette chaîne ou d'autres chaînes qui font de la vulgarisation et de l'information, forcément c'est du blabla, mais je suis aussi obligé de faire en sorte que cette vidéo soit abordable pour les moins expérimentés, car d'ailleurs c'est le but. Normalement, en fait, plus vous êtes expérimenté, moins vous devez regarder ma chaîne. Et le but, c'est de vous amener, avec ma chaîne et d'autres, à un niveau d'expérience et d'expertise où, en fait, vous devez, à votre tour même, faire votre propre chaîne. C'est pour pouvoir répondre peut-être mieux du point de vue de la forme et du fond à ce que je fais moi ou à ce que font d'autres. Donc voilà, je suis obligé de rabâcher, de répéter un peu pour tout le monde. Allez, sur ce, je vous salue. Et maintenant, je vais m'occuper de mon installation. Je vais continuer mon installation photovoltaïque. Allez, tiens, on va faire une petite chose. On va profiter du live. Je vais agrandir l'écran le plus possible. Est-ce que je pourrais le faire plus? Ça va être intéressant. Donc voilà, c'est la taille max. Je vais passer en local. Et puis on va faire un petit déplacement. Donc vous allez continuer à voir ma bouille. Tiens, alors vous voyez mes conditions. Cuisine encastrée. Alors vous voyez, il y a le micro-ondes. Et là, il y a au fond le four qui fait 3,5 kW électrique. C'est une de mes erreurs lorsque j'ai refait ma cuisine. C'est qu'en fait, j'aurais dû voir et trouver une solution autre qu'un four 6 consommateur. Être plus modeste avec des besoins. Parce que ce four, avec ma config actuelle, jamais il ne sera branché sur mon système photovoltaïque. Voilà, sinon il taperait dans les batteries, même en journée, quoi, et même avec un gros soleil, les batteries seraient sollicitées. Chose que je ne veux pas. Ah, là, si je me suis pas planté, l'alarme devrait... Faut que j'enlève l'alarme avant qu'elle se déclenche. Voilà. Voilà, alors là... Voilà, là vous écoutez, en fait, ma chienne, une de mes chiennes.
Voilà, border, et puis là, vous avez le deuxième. En fait, les borders, c'est des super chiens de garde et comprennent les bruits anormaux. Tu vas dehors, Nala? Non, tu veux pas aller dehors? Bah écoute, elle va nous suivre. Et donc on va aller faire un tour dans le garage. Donc vous avez vu que la maison, bien que ce soit en journée, elle est en protection partielle. La maison est en protection. Et puis, va dehors. Va dehors. Non, va dehors. Va dehors. Voilà. Donc il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc en fait, elle réagit à sa façon pour montrer qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Donc là, on est dans le garage. Et puis on va faire un petit 360. Alors je vais d'abord m'éloigner. Et vous allez voir. Alors là, vous allez voir en haut. Vous allez voir que c'est quand même le bordel. Donc chaudière gaz, machine à laver. Donc j'en ai deux. Alors et pour cause, c'est qu'il y en a une qui sert pour mon fils pour son boulot pour pouvoir laver ses fringues. Donc vous avez sur la gauche, alors ça sera la gauche pour vous j'espère, le petit boîtier rouge qui est régulateur de charge de batterie. C'est une installation provisoire puisque j'ai reçu un deuxième. Le plus gros appareil que vous voyez au milieu, c'est l'onduleur 5 kVA donc, et 4 kW. Ensuite, vous avez les tableaux qui sont en cours d'élaboration. Donc là, avec deux boîtiers, en fait j'ai superposé deux boîtiers pour avoir la possibilité de rajouter beaucoup de fonctionnalités. Et puis en dessous vous avez ces boîtiers et ces fils qui doivent pendouiller parce que je suis en train de gratter dedans. Donc le petit boîtier, vous voyez sur la gauche, que je vais essayer de recentrer là, je peux pas trop m'approcher plus, c'est une base Arduino qui contrôle la tension de charge des batteries et qui, si les batteries descendent trop bas au niveau de charge, va repasser l'installation sur le EDF pour recharger les batteries. Tout ça pour les préserver. Ça va disparaître dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas, je me prends pas la tête, je prends bien mon temps. Et là, c'est en fait le boîtier. Alors, est-ce que je vais arriver à vous faire ça? Le boîtier qui est maintenant conçu, dans lequel, toujours une base Arduino, mais Arduino Mega Wemos, qui lui va faire du délestage, du contrôle de puissance et de consommation sur tous les éléments de ma maison, et qui va envoyer ces données sur serveur. Donc ça, c'est déjà fonctionnel. Et puis sur le dessus, vous allez voir, il y a toute une série de petits interrupteurs qui vont permettre de mettre de faire des modes forcés ou des modes automatiques de délestage et de demande de puissance. Donc vous voyez, il y a tout un tas de câbles qui pendouillent. Vous les voyez pas tous, si. Donc j'ai 8 sondes. Alors je me rappelle plus la référence parce que bon, c'est un peu compliqué, mais 8 sondes que j'ai posées sur mon installation électrique qui vont prendre les courants à divers endroits de ma maison pour savoir les puissances. Et puis c'est ce qui va me permettre de gérer le délestage ou pas en fonction de l'ensoleillement. Donc je branche tout ça petit à petit sans me prendre la tête et puis en assurant la continuité du service électrique dans la maison, en foutant le moins possible le bordel. Et puis la dernière chose que vous n'avez pas vue, voilà, c'est ce que je vous avais dit, les fameuses batteries Pilontech qui sont sur un meuble que j'ai fabriqué. À partir de la ferraille de mon fils qu'il m'a proposé de disposer, puisque mon fils est mécanicien à la base, et qu'il avait fait lui-même un groupe compresseur avec un moteur acheté, un moteur thermique acheté et un compresseur acheté. Il a coupé les deux, il a fait tout le dispositif de régulation avec les citernes pour permettre de stopper le gaz. Et il a changé totalement son système, donc j'ai pu récupérer le cadre de son installation qui était quand même pas mal, et toute la ferraille pour faire un meuble, totalement ce meuble qui est ici, qui pourrait aller jusqu'à 6 batteries, et qui est sur roulette. Ça c'est pareil. L'avantage du fait d'être sur roulette, c'est que vous voyez la place, en fait, c'est assez confiné au total. Et donc en fait je suis obligé, pour pouvoir travailler sur mon installation, je suis obligé de déplacer ce petit meuble là qui me sert de stockage de chaussures, et puis de pouvoir ensuite avancer ou le meuble
les batteries sans les perturber, parce que bon, ça aime pas les chocs, et donc sans avoir des câblés, pour accéder ensuite à mes tableaux, mes panneaux, enfin tout ça pour faire les branchements. Ça prend 1 minute à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi également, si vous optez pour ce type de truc, ben faites en sorte que votre rack soit mobile. Ça peut vous être utile si comme moi vous avez des problèmes de place. Alors je vais revenir sur l'onduleur, celui-ci, onduleur 4 kVA, onduleur dit hybride. Le rouge, lui, c'est un 1500 watts, donc 1,5 kVA. Il charge mes batteries en même temps que celui-ci. Là, j'ai 6 panneaux solaires branchés. Et là, j'en ai 12. Et là, j'ai reçu la commande que j'avais faite, parce que j'ai défini une priorité de budget. J'ai racheté son grand frère qui fait 60 ampères, donc qui fait 3000 watts. Donc celui-ci va certainement descendre. Au-dessus, à la distance, je vais mettre l'autre plus costaud. Et je vais sans doute débrancher les batteries de cet onduleur, pas les batteries, les 12 panneaux solaires, donc les 3000 watts de panneaux solaires, je vais les brancher sur l'autre que je vais rajouter là. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vous ai déjà expliqué qu'en fait, le gros inconvénient de ce matériel dans son ancienne génération, la nouvelle, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, la vitesse d'adaptation du système de régulation MPPT pour que vos panneaux et votre système fournissent la puissance que vous allez demander à l'instant T, que ce soit en demande supérieure ou inférieure, est très très lent. Je vous ferai des expériences un de ces quatre, où vous verrez, je démarrerai par exemple quelque chose qui demande 1000 watts, et vous allez voir le temps que va mettre le panneau, l'afficheur, pour que cette puissance, qu'il s'adapte à la puissance demandée, alors que j'ai le soleil suffisant pour produire cette énergie. Et j'ai constaté qu'en fait, que ce petit appareil-là que j'ai acheté, combien je l'ai acheté celui-ci? C'est 130 €. La version plus costaud, je l'ai payé 180 là. Alors très précis, très intéressant parce qu'en fait il a une connectivité internet, vous pouvez consulter sur internet et paramétrer sur internet avec l'application, enfin avec une application iPhone ou Android, ou vous connectez directement dessous avec le logiciel PC. Pour moi c'est un petit bijou ce truc. Et donc celui-ci étant plus rapide en adaptation, je veux récupérer une rapidité d'adaptation de la régulation MPPT qui soit encore plus efficace pour que ça tape moins et moins longtemps sur les batteries, parce que le temps que la courbe d'adaptation, l'adaptation se fasse à la demande, à la charge, si c'est une demande supérieure, ben ça vient se taper dans les batteries. Alors même si j'ai une puissance conséquente, je considère qu'en fait, si je veux tourner sur solaire, je ne veux pas tourner sur les batteries parce que j'ai plein soleil. Donc, je veux bien que ça fasse temporairement le tampon pour avoir le niveau de puissance sollicité, mais je trouve que avec cet onduleur-là, c'est quand même un peu trop, c'est un peu trop quoi. Donc, je vais essayer de voir si ma théorie se confirme en ayant un deuxième et foutant tous mes panneaux solaires que sur ces panneaux. Et donc, l'onduleur, sa mission en fait sera de recharger les batteries. Lui, lorsque je programmerai ou lorsque par EDF, mais il sera également chargé de récupérer la tension des batteries pour convertir ce 48 volts en 220 volts pour la maison. Voilà, donc il perdra une fonction, celle de charge des batteries, mais il conservera les deux autres. Alors certains d'entre vous diront, ah tiens, tu vas de plus en plus vers des éléments séparés. Ben, je te dirais, ben oui, tu as raison. Tu as raison, quoi. Voilà, tu te reconnaîtras sans doute. Donc voilà, allez, 54 minutes. Sur ce, ben, vous avez vu l'intérieur. Est-ce que je vous montre? Allez, parce que peut-être que vous serez les seuls. Vous êtes allés le premier. Oui, peut-être que pour vous, ça va être la première vidéo. Donc comme ça, ben, vous aurez. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez un peu comment est faite ma maison. Donc, l'extérieur. Là, vous avez une série déjà de 6 panneaux posés au sol. La cabane de stockage de bois, là, derrière. Pour merde, comment on appelle ça? Pour le poêle à bois.
Et ensuite, les 12 autres. Donc c'est dont l'implantation respecte les 1,80 m de hauteur et la distance, c'est-à-dire qu'il est limite de propriété. Enfin, il y a des règles. Voilà. Si vous voulez poser vos panneaux solaires, vous devez respecter les règles d'urbanisme pour pas être emmerdé, pour pas faire de règles et non plus de manque de travaux. Il y a certaines règles. Voilà, donc vous avez la totalité de l'installation et puis là vous avez la piscine. Ouais, maintenant je vais arrêter je vais la mettre hors service puisque sinon il faudrait que je laisse H24 la pompe à chaleur pour chauffer la piscine. Et puis avec une météo, vous voyez maintenant on change. Allez, vous avez vu toute l'installation. Distance entre les panneaux et l'onduleur et les onduleurs ou régulateurs. 25 mètres d'un côté et puis 10 de l'autre pour ceux qui sont. Donc voilà, j'ai une bonne longueur de fil. Si j'avais su plus tôt, lorsque j'ai fait l'installation, ce que j'aurais, là tout de suite je suis sur du 4 carrés. Alors j'ai plusieurs branches de 4 carrés qu'en fait j'ai 3 paires de 4 carrés en fil spécifique solaire. Si j'avais été, voilà, une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas être sur une section supérieure, parce que comme ça j'aurais eu moins de pertes dans les fils électriques. Voilà, bon, ça c'est des choses qui se produisent quand on débute. On apprend en faisant comme on sait sur le moment, puis il y a des erreurs que j'essaie de vous éviter. Allez, sur ce, la vidéo se termine sur ces images. Allez, à plus.